Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Sophie Rapetti, je travaille à l'Université de Nice et je suis chargée de mission aux usages et compétences numériques, anciennement responsable du C2I, la certification informatique et Internet. Donc là, je suis là aujourd'hui pour vous parler de certification bien sûr, mais surtout pour vous raconter un parcours et une histoire et l'évolution du C2I à PIX. Alors, le certificat informatique Internet, il a vu le jour en 2002. Donc, ça fait déjà un certain temps. Et donc, il y avait 9 compétences qu'il fallait valider, qu'il fallait certifier, avec une dimension théorique et pratique. Donc, il y avait des QCM auxquels il fallait répondre, à atteindre un certain niveau, et des exercices, une mise en pratique qu'il fallait réaliser. Donc, je vous laisse voir un petit peu à quoi ça ressemblait, ces compétences-là. Et on voit déjà que dans le vocabulaire, on est bel et bien en 2002. Donc, tenir compte du caractère évolutif des TIC, là maintenant on n'a plus le temps d'en tenir compte, il faut les évoluer en même temps. Une que je trouve assez amusante aussi, sauvegarder, sécuriser, archiver ces données en local et en réseau. Là maintenant, on n'est plus du tout dans la même dimension. Donc ça, c'était donc les compétences qu'il fallait certifier et valider en 2002. Ensuite, en 2011, ça a pris du temps, mais il a fallu effectivement refondre totalement ce C2I qui s'appelait toujours en 2011 C2I. Et donc il y a eu un changement total dans le référentiel. On a regroupé un petit peu toutes ces compétences-là dans 5 domaines. Et là, on voit tout de suite que le vocabulaire a évolué, puisque là, on parle d'environnement numérique, d'ère du numérique, de documents purement numériques. Voilà, on voit tout de suite que le numérique commence à être au centre vraiment de cette thématique. Au niveau, donc je reviens juste 3 secondes, au niveau là de l'évaluation, du coup on a vu apparaître en 2011 le dossier numérique de compétences. Donc là en 2002, des QCM, des exercices pratiques, en 2011 un dossier numérique de compétences. Donc on commence à avoir la notion de devoir apporter la preuve que l'on sait faire quelque chose, que l'on a un savoir-faire. Et donc on n'est plus du tout là dans la même réflexion au niveau de la validation des compétences. Ça a mis en évidence un certain nombre de problématiques. Dès le départ, le C2I était une certification nationale, mais elle était délocalisée. Toutes les modalités d'évaluation et de certification étaient gérées en local par l'établissement. Donc c'est l'établissement qui choisissait quelles étaient les questions qui allaient être posées, quelles étaient les activités qui allaient être demandées, en quoi devait consister le dossier numérique de compétences, et c'est l'établissement qui actait que l'étudiant, l'apprenant, avait effectivement ces compétences-là, et il obtenait un certificat national. L'autre problème qui s'est posé, c'est que à l'origine, les supports avaient été produits par une équipe, donc qui était là dès le départ, dès 2002, qui avait donc mis un certain nombre de concepts de façon quand même assez synthétique à disposition de toute la communauté des correspondants C2I, à charge pour eux de s'approprier ces contenus-là, de les développer et surtout de les mettre à jour, de les faire évoluer en même temps que les évolutions technologiques. La problématique aussi, c'est que ces contenus étaient peu interactifs, les domaines étaient tellement vastes et avaient tellement évolué qu'on ne traitait qu'une partie des domaines, sinon on n'avait pas le temps, il fallait 30 à 40 heures de formation auprès des apprenants. Et il y avait aussi de grandes difficultés pour faire évoluer ces contenus, évoluer aussi dans les pratiques et dans la gestion, ça allait beaucoup trop vite. Il fallait le faire tous les 6 mois à un moment donné. Et puis aussi, c'était un dispositif, parce que bon, il faut bien parler économie à un moment ou à un autre, c'était un dispositif très lourd et très coûteux en termes de formation.
la formation était effectuée essentiellement en présentiel. Donc il fallait réunir les apprenants dans une salle informatique, les faire travailler, payer les formateurs, payer les surveillants au moment des épreuves. Les corrections aussi étaient très longues. L'étude des dossiers numériques de compétences prenait un temps fou. Et les effectifs, finalement, dans l'absolu, étaient assez peu importants par rapport à l'investissement que ça représentait. Et puis, en 2016, on a eu cette annonce fracassante au sein des correspondants C2I. Donc, on nous annonce que le C2I est voué à disparaître et qui va être progressivement remplacé par le dispositif PIX, qui devait entrer en vigueur assez rapidement. Donc, là, en 2016, il y a eu évidemment un constat, il y a eu une prise de conscience par le ministère de l'Enseignement supérieur et du numérique, qu'il fallait bien, à un moment donné, résoudre toutes ces problématiques-là et redonner un sens et une valeur à cette certification nationale. Donc, il a fallu résoudre un certain nombre de problèmes et répondre à pas mal de questions précises. Comment évaluer vraiment, finalement, des compétences ? Parce que quand on répond à un QCM, c'est pas forcément une compétence qu'on va pouvoir évaluer. Quand on arrive à mettre en forme un certain nombre de documents, oui, on a une certaine compétence, mais on ne sait pas bien si la façon de faire est vraiment la bonne ou comment ça s'est passé. Donc, comment pouvoir être en capacité de certifier un réel niveau de compétence ? Parce que là aussi, il y a un certain nombre de domaines de compétences, mais il y a des niveaux de compétences qui allaient voir le jour. Comment intégrer aussi la problématique de la massification des candidats? Parce que c'était quelque chose d'assez confidentiel en 2002, qui a commencé à se répandre un petit peu, et puis là, maintenant, intéresse beaucoup plus de public, que ce soit dans le milieu universitaire ou scolaire, ou même professionnel. Et comment garantir surtout, parce que ça c'était le plus gros problème, la certification d'un niveau de compétence au niveau national. Puisque jusqu'en 2016, une certification obtenue dans un établissement n'avait pas forcément la même valeur qu'une certification obtenue dans un autre. Et ça commençait vraiment à poser un réel problème. Et c'était la première réponse qu'il fallait apporter à ça. Et surtout, comment pouvoir s'adapter rapidement à toutes ces évolutions. Donc, PIX a vu le jour et a travaillé là-dessus et nous a lancé justement dans cette aventure. Donc, au tout départ, PIX, c'était une start-up d'État, donc qui a vu le jour en 2016. Donc, tout s'est fait très vite, tout s'est enchaîné très, très vite. Elle est depuis devenue un groupement d'intérêt public. Donc là, ce sont les membres initiaux du groupement d'intérêt public. Il se développe assurément. Donc là, avec l'arrivée de PIX et donc du nouveau référentiel, on a à nouveau de nouveaux domaines de compétences. On reste toujours, bien évidemment, dans la même logique et dans les mêmes thématiques. Donc là, je vous les ai listés, je ne vais pas les détailler pour l'instant. Et donc, PIX, maintenant, ça propose un test qui va s'adapter au niveau de chacun. Et ça, c'est très important. Parce que là, on n'impose pas un certain niveau de compétence. C'est au fur et à mesure où on valide un certain niveau, les premières questions vont évaluer le niveau 1 ou le niveau 2 de compétences. Et ensuite, ça va proposer les niveaux supérieurs. Donc là, ça va consister en des questions, des défis, qui vont permettre de vérifier des savoir-faire, des connaissances aussi, parce qu'il en faut, identifier un certain nombre d'enjeux, essentiellement liés au numérique. On va pouvoir faire réaliser des épreuves dans un environnement réel, manipuler des fichiers. Donc c'est une mise en scène, c'est une scénarisation, c'est une résolution de problèmes et de problématiques. Donc là, je vous le disais, pour les fameux 5 domaines, maintenant, les 5 domaines de compétences s'évaluent sur 8 niveaux. Donc là, progressivement, avec des niveaux attendus de partout.
le fait donc de se créer un compte, un profil PIX, ça va permettre à chaque candidat, à chaque apprenant, de pouvoir voir l'évolution de son profil. Ça va permettre aussi à l'équipe pédagogique et à l'établissement d'avoir accès à ce profil-là. Donc l'apprenant a le choix de partager ou pas son profil. Le profil PIX, c'est un compte personnel tout au long de la vie, pas seulement quand on est étudiant, et qui est fondé justement sur la liberté de partage ou pas de chaque apprenant. Donc là, on voit exactement quels sont les différents profils de compétences et quels sont les scores. Je vous ai mis un petit exemple de question. Donc là, c'est vraiment une mise en situation. On a un fichier, on a une question qui est posée et il faut arriver à résoudre le problème. Donc là, en faisant un tri dans un tableur, on doit trouver le fameux mot mystère, un mot, etc. Et bien évidemment, il y a un algorithme qui change ce mot mystère de façon régulière. Les 3 premiers mois, ils avaient un peu de mal à enchaîner, donc ils se passaient les mots les uns les autres et ils ont été pris au dépourvu quand le mot a changé. Donc là, voilà, c'est vraiment une mise en situation parce que là, typiquement, ce type de questions-là que je vous ai proposé, on n'avait pratiquement aucune possibilité de pouvoir l'évaluer sans PIX. Voilà. Ça a permis de donner de nouveaux formats d'épreuves, vraiment un nouveau concept. Et vraiment là, on peut être en capacité vraiment d'évaluer un savoir-faire, de voir quelle a été la réflexion et quel est le processus de chaque étudiant pour arriver à un résultat. Donc PIX, pour résumer, c'est un profil de compétences. C'est un score qui a été obtenu. On n'a plus cette notion comme au certificat informatique et Internet, j'ai validé mon C2I ou j'ai pas validé mon C2I. Là, on obtient un niveau de compétence sur chaque compétence. Le score donc est fixé sur une échelle de 1024 PIX, humour. Donc 1024 PIX. Il permet effectivement de suivre les progrès des candidats et de les accompagner plus facilement. Et là, franchement, je vois la différence. Là, jusqu'à ce que je puisse disposer de cette plateforme-là et de cet outil pédagogique-là, je n'avais aucune idée du niveau de compétence des étudiants avant le jour de l'épreuve. Tandis que là, on peut vraiment suivre leur évolution, on peut suivre leur progrès, identifier aussi, le cas échéant, leurs difficultés, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, et on peut les accompagner plus facilement et vraiment construire un dispositif pédagogique individualisé. Ça leur permet aussi d'obtenir un certificat officiel. Et ça, ils y tiennent encore, c'est important pour eux. Ils ont besoin de pouvoir mettre en avant ce type de certification. La seule chose, en fait, qu'ils ont à faire, ils ont tout ce cheminement, tout ce travail, toute cette progression au cours donc, de leur formation. Et ils obtiennent un profil de compétences et la seule chose qu'ils ont à faire le jour J, le jour de leur épreuve de certification, c'est de valider la sincérité de ce profil. C'est-à-dire que quand l'étudiant va se présenter, le jour de la certification, il va se connecter sur la plateforme PIX et on va lui proposer une épreuve qui est en adéquation avec le niveau de compétence qui a été identifié. C'est-à-dire que s'il a été identifié comme ayant un niveau 5 sur toutes les compétences, on va lui proposer de valider le niveau 5. On ne va pas le faire repartir au niveau 3, 4 et ainsi de suite. Il doit juste donc passer son épreuve de certification dans un centre agréé. Donc là, je vous donne les chiffres que m'a fourni PIX. Donc 56 000 comptes créés, 5 millions d'épreuves passées, 3700 certifications, 200 collèges et lycées qui sont entrés dans l'expérience et 70 établissements d'enseignement supérieur.
Alors l'aventure PIX, ça n'avait pas été qu'une aventure qui a porté uniquement sur la certification et sur les compétences numériques. Ça a été le point de départ d'un véritable bouleversement dans nos pratiques, en tout cas les miennes. Donc il a fallu forcément en 2016 que j'effectue la totale refonte de mes supports pédagogiques, que je me base sur le nouveau référentiel et que je prépare donc tous les supports pédagogiques en lien avec ce référentiel, sans avoir aucune idée des questions qui allaient leur être posées. Donc je m'étais basée sur le référentiel en disant bon, on verra après comment ce que vont donner les résultats. Donc du coup, j'en ai profité. En changeant donc de support pédagogique, j'ai aussi changé de plateforme pédagogique. Avant, j'utilisais une plateforme donc dite locale, donc Jalon, qui représentait pas suffisamment d'interaction, d'interactivité et de format ludique de support pédagogique. Donc, dans la foulée, je suis passée donc à Moodle. J'ai dû aussi tenir compte de la massification des effectifs, puisque jusqu'à l'année dernière, les compétences numériques et ex-C2I, ben, ça concernait une UEL, les niveaux L2, L3, donc j'avais à gérer à peu près 400 à 500 étudiants par semestre, donc ça allait. Et là, dès la rentrée donc 2017, les compétences numériques étant devenues compétences transversales, j'ai du coup à intégrer 7000 étudiants de licence première année. Donc là, forcément, le dispositif et le concept a changé parce que bien évidemment, maintenant, la formation s'effectue intégralement à distance. J'ai réduit petit à petit le présentiel dans le cadre de l'UEL. Ça m'a permis de tester un certain nombre de supports pédagogiques pour arriver en disant, bon ben terminé maintenant, est-ce que les supports pédagogiques, est-ce que PIX me permet de suivre les étudiants, me permet de former les étudiants intégralement à distance. Donc ça a été testé l'année dernière dans le cadre de l'UEL avec les étudiants de l'UEL qui m'ont servi de bêta-testeurs. À leur grande satisfaction, puisqu'ils étaient quand même, il faut se l'avouer, ravis de ne plus être coincés pendant 1h30 sur 4 séances en présentiel. Là, ils pouvaient s'organiser comme ils voulaient. Donc là, maintenant, on est intégralement à distance pour pouvoir être prêts. Donc on a été en phase test dès le premier semestre 2017-2018, hein, donc ça a été assez frais. Et nous avons atteint notre objectif donc en décembre 2018, puisque nous avons été la première université à faire passer une certification à ses étudiants. Donc tous les étudiants de l'UEL compétences numériques de l'Université de Nice ont pu passer leur certification dès le mois de décembre et ils étaient ravis et nous étions surtout soulagés des résultats obtenus. Et j'ai parfaitement respecté le temps qui m'était imparti en plus. Voilà, merci. Des petites questions. Oui, ma question porte sur la qualité des niveaux que vous évaluez. Est-ce que vous évaluez des niveaux de performance ou des niveaux de compétences? Non, alors ce sont réellement des niveaux de compétences et pas de performance. Parce que ce sont justement, ça colle parfaitement au référentiel donc qui a été identifié. C'est un référentiel, ils sont basés sur le référentiel européen DIGCOMP. Donc, ils ont bien séquencé. Donc en autonomie, avec aide, avec production spontanée, avec accompagnement, avec créativité, etc. Donc là, c'est vraiment un niveau. Donc là, on peut identifier un niveau alors qu'avant, on ne pouvait absolument pas. Voilà. Avant, c'était vraiment... je suis en capacité de faire une table des matières. Il faut dire ce qui est. Hein. Je suis en capacité de faire une table des matières. Vous avez validé la compétence traitement texte. Là, on n'en est plus là.
Oui, pour autant, est-ce que vous avez accès aux conceptualisations qui sont mobilisées pour répondre aux questions qui sont posées ou aux problèmes qui sont posés? Moi, non. Voilà, moi, non. Moi, bien évidemment, j'ai une visibilité sur les épreuves qui leur sont demandées, j'ai le retour des étudiants, etc. Mais tout ça, pour l'instant, est géré vraiment par l'équipe de PIX qui maîtrise ces aspects-là. Il y avait une autre question. Bravo pour le passage déjà de 400 étudiants à 7000 étudiants. Je pense que voilà, ça a dû être une grosse période de travail qui continue d'ailleurs. Vous avez dit que vous avez amené à refondre vos supports pédagogiques de quelle façon en fait? Quel type de support vous avez développé? Alors là, jusqu'à présent, j'étais sur une formation hybride, pour partie à distance et pour partie donc en présentiel. Et j'avais imposé grosso modo par la plateforme locale au départ, puisqu'il fallait que je tienne compte de ça. Donc ce que je pouvais leur proposer, c'était donc des fichiers PDF, des liens, des petits QCM, des vidéos, des choses comme ça. Là maintenant, j'ai pu m'amuser. Enfin, après, chacun a ses notions d'amusement. Mais là, justement, je leur propose donc des livres. Donc, au lieu d'avoir une page PDF, c'est sous forme de livre, c'est chapitré. Je leur propose aussi certaines activités donc, qui sont des arbres décisionnels. Donc, je leur pose une question, en fonction de leur réponse, et bien justement, ils vont au niveau supérieur, ils retournent sur une partie du cours qu'ils n'ont pas forcément vu. Je garde encore un petit peu de vidéos, parce que ça, ils aiment bien, récupérer un certain nombre de choses, et surtout, ils interagissent davantage. On a là vraiment un réel échange. Ce qui a changé, c'est que au niveau visuel, au niveau de leur environnement vraiment de travail, ils sont dans un espace pour eux qui est très ludique. Et là, je vous parle des étudiants, mais également des adultes. C'est très bien perçu aussi par les adultes qui adorent ça. Pour l'instant, c'est peut-être juste l'attrait de la nouveauté. On verra, je referai un bilan dans 2 ans. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le fait aussi de pouvoir m'appuyer sur ce nouveau type de plateforme-là, ça me permet justement de suivre la progression et l'achèvement d'activités des étudiants. Donc, je sais exactement qui a travaillé, qui est en retard ou qui a un problème. Moi, j'avais une question sur les niveaux et sur ce que ça veut dire pour les gens extérieurs. C'est-à-dire, j'ai pas 1024 pics, puisqu'on comprend bien que c'est le maximum, quoique on pourrait dire j'ai un score de 1024 pics. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand tu obtiendras ton certificat, puis tu sais que le maximum que tu peux obtenir, c'est 1024. C'est pour ça que j'ai dit ça. Après, tu vas voir, voilà, j'aurais dû effectivement le faire, j'ai été un peu pressée par le temps, merci Gabriel. Donc, j'aurais dû t'amener effectivement un résultat de certification. Donc, on a donc nom, prénom, numéro étudiant, etc. On a le score total de PIX, donc ça peut être 695 par exemple. Et pour chacun des domaines, il y a identification donc du niveau de compétence. Donc j'ai le niveau 2. Mais ça va pas, je ne peux pas détailler combien de pics ça représente. Non, mais c'est surtout qu'est-ce que ça reconnaît. Ça, tu te réfères au référentiel. Ah, c'est parce ça que je là, voulais savoir. effectivement, le niveau 2 de telle compétence, il faut obligatoirement le mettre en lien avec le référentiel. C'est ça, c'est pour quelqu'un d'extérieur, le fait que j'ai obtenu le niveau 5, 1, 2, etc., ça veut rien dire si ce n'est... Si on ne le colle pas au référentiel. Si on ne colle pas au référentiel. Voilà. C'est comme tu disais, savoir faire une table de matière, ce genre de choses. Au niveau de toute façon des extérieurs, bien évidemment, quand on signe les conventions, la première chose qu'on leur met, c'est le référentiel, les niveaux dans le cahier des charges, quand effectivement ce sont des professionnels, des extérieurs, on a un cahier des charges et ils nous demandent certains niveaux de compétences dans tel ou tel domaine. Ils ne sont pas forcément intéressés par tout.
les domaines et avoir un niveau élevé de niveau de compétence. Donc, ils arrivent à cibler. Et c'est ça qui est bien aussi avec cet outil-là, parce que vraiment, là, donc j'ai parlé de 5 domaines, mais en fait, il y a donc des compétences qui sont développées à l'intérieur de ce domaine-là. Et en fait, on est évalué sur 16 compétences, regroupées en 5 domaines. Et donc là, un professionnel, un étudiant peut avoir quelque chose vraiment de très pointu et de pouvoir justement cibler quels sont les objectifs. J'ai par exemple un IUT à Sofia qui lui n'est intéressé que par 2 domaines de compétences sur les 5. Donc ils ont fait le choix de ne préparer leur certification, de ne faire la formation que sur ces 2 domaines-là. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple. Ce serait pour savoir justement, est-ce qu'il y a des attentes particulières en termes de domaine pour les différents établissements ou les différents profils? Est-ce que pour la licence, on est sur les 5 domaines de compétences? À l'Université de Nice, on est sur les 5 domaines. Est-ce qu'il y a des nombres de pics minimum, des espèces de barres à atteindre? Ça m'a fait penser aussi les écoles de commerce vont attendre des scores au TOEIC, au TOEFL, au-delà de 850, etc. Est-ce qu'on va être dans cette logique-là? Oui. Là, au moment justement de la mise en place des compétences numériques en tant que compétences transversales, dans la modélisation, j'ai effectivement, en concertation avec la VP Formation, l'ADEV, etc., et les différents responsables de diplôme, j'ai effectivement fixé un niveau de compétence minimum. Voilà. Donc pour les premières années de licence, c'est le niveau 2. Voilà, on ne descend pas en dessous. Il faut qu'ils aient le niveau 2 sur leurs 16 compétences. Parce que ça, c'est le minimum syndical. Ensuite, on monte progressivement le niveau 3, etc. Une dernière question, et après on passe à la table ronde. Est-ce que ça signifie qu'à un moment donné, on reçoit un parchemin ou pas du tout, du coup? Oui. Donc, sur la plateforme, donc, et là, du coup, ça, en ce qui me concerne, c'est vraiment un réel avantage pour les bénéficiaires de cette certification, c'est qu'ils ont la possibilité de récupérer sur la plateforme nationale leur certificat. C'est plus moi, ou l'établissement surtout, l'université de Nice, qui va leur délivrer un certificat. C'est le ministère de l'enseignement supérieur, etc., qui va leur délivrer leur certification qu'ils iront récupérer sur leur plateforme. Nous, ça nous permet surtout de dissocier formation et certification. C'est-à-dire que moi, on a exigé un niveau de compétence pour les étudiants. Donc, moi, c'était le niveau 2 pour qu'ils puissent valider donc, leur CTS, leur UE. Ils peuvent avoir un niveau supérieur. Donc là, ils auront précisément, pour les 16 compétences, le niveau qu'ils ont obtenu. Leurs résultats me sont bien évidemment communiqués en amont. Donc moi, je sais exactement le jour de la certification quels sont leurs niveaux de compétences obtenus. Donc ça me permet de voir si ça colle avec leur profil, si ça colle avec leur formation, s'il y a un problème ou pas. Et eux, du coup, récupèrent la photographie exacte, la validation, en fait la confirmation de leur niveau de compétences directement sur la plateforme du ministère, après avoir passé leur épreuve en présentiel dans un centre numérique d'examen au sein de leur université, puisque je l'ai mentionné peut-être rapidement, il faut absolument être un centre agréé de certification pour pouvoir faire passer les certifications numériques. Alors, du coup, ultime question. Moi, j'avais juste une question. Est-ce qu'il y a des prérequis? Aucun. Aucun. On peut, en gros, ne pas avoir touché de l'outil informatique et... Complètement. D'accord. Voilà, okay. Ça c'est souvent la situation que je rencontre avec des publics extérieurs. Voilà. Et là, aucun prérequis. Non. Enfin, si, on peut dire, voilà, en 2018, j'ai tel niveau de compétence. Moi, en ce qui me concerne, et quand j'en parle justement à ceux qui passent leur certification, je leur explique que le domaine même
indique qu'il faut revalider régulièrement et entretenir cette certification-là. Puisque d'ailleurs, justement, moi, j'envisage de ne pas faire de compensation de première année de licence à deuxième année de licence et de leur faire repasser tous les ans, même si en première année, ils ont eu un super niveau. On ne sait pas, ça évolue très vite. Il faut qu'on soit certain qu'ils ont le bon niveau de compétence au bon moment.